Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous allons encore laisser quelques secondes aux derniers arrivants pour nous rejoindre avant de commencer. Je crois que nous pouvons commencer. Alors, une fois encore, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus, en particulier ceux et celles qui nous rejoignent depuis très loin ou pour qui il est déjà tard ou très tôt. Vous- nous sommes reconnaissants que vous soyez parmi nous. Et pour ceux qui sont en Suisse, nous vous souhaitons une très joyeuse fête nationale. Merci de rejoindre ce webinaire EpiWin de l'OMS sur la manière dont rendre effective la gestion de l'infodémie dans les pays. L'EpiWin est le réseau d'information de l'OMS sur les épidémies. Nous essayons de rendre la science et les connaissances accessibles, intelligibles et pertinentes. Nous souhaitons mettre en commun des informations, des expériences, afin de prendre des mesures axées sur des faits probants en cas d'urgence. Aujourd'hui, nous avons réuni un panel éminent. Vous allez entendre les expériences de nos participants. Nous allons entendre parler de leurs travaux au niveau national et régional. Le docteur Nedret Emiroglu va nous faire des remarques liminaires et le docteur Kai von Arbou est parmi nous aussi. Tous deux nous viennent de du département de renforcement dans la préparation des pays. Nous avons également parmi nous Sandra Machiri, qui est administratrice technique, qui pilote ses travaux à travers le monde au siège de l'OMS. Nous avons également parmi nous le docteur Soha Shauki Alabaya, directeur de l'urgence sanitaire au Qatar. Elle va nous expliquer quels sont les enseignements tirés. Nous allons entendre également le docteur Shumana Wacharacid, du ministère de la Santé de la Thaïlande. Nous allons donc entendre l'expérience de la Thaïlande. Est-ce que ces expériences sont semblables? Sont-elles extrêmement différentes? Nous allons entendre parler également de Marianne Sichikashvili, chargée de la vérification des faits en la matière en Géorgie, et ensuite Lenka Georgkalompa, qui va nous donner le point de vue des travaux de l'OMS dans la division du soutien technique spécifique, et ensuite nous entendrons Rocio Lopez dans la région africaine qui va nous parler au nom de l'Alliance pour la riposte contre l'infodémie en Afrique, AIRA. Quelques remarques d'intendance. Pour ceux et celles qui connaissent nos webinaires, vous connaissez ces instructions. C'est un webinaire qui est diffusé en ligne et qui est enregistré. Après notre webinaire, l'enregistrement sera publié sur le site Internet et il vous sera envoyé. L'interprétation est disponible en français. Nous aimerions savoir puisque les Piwin est un exercice qui va dans les deux sens. Nous aimerions avoir vos retours. Pourriez-vous publier vos noms, coordonnées et régions dans la boîte de dialogue? Plus important encore, si vous avez des questions, inscrivez-les dans la boîte questions-réponses et non pas dans la boîte de dialogue. Sinon, nous ne pouvons pas les suivre parfois dans la boîte de dialogue. Je vais ensuite céder la parole à Nedret, mais avant de le faire, je vous pose une question très rapidement. Nous sommes ravis que vous soyez parmi nous, mais nous aimerions savoir ce qui se cache derrière la notion de gestion de l'infodémie, selon vous. Vous pouvez
cliquez sur le lien qui vous a été envoyé ou scannez le code QR. Pourriez-vous nous dire ce que signifie, selon vous, gestion de l'infodémie? Vous pouvez vous rendre sur slido.com, ajouter le code dièse 20 55 143. Nous voyons déjà des réponses arriver. Trop d'informations, mésinformations, gestion des rumeurs, désinformation, sensibilisation au risque. Je vois aussi vérité, reconstruire la confiance. Je vois aussi des allusions à la propagande. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Nous vous enverrons les résultats, mais je vais maintenant céder la parole à Nedret, le docteur Nedret Emiroglu, pour quelques remarques liminaires. Merci beaucoup, Supriya. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'il y a plus de 500 participants. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps pour être parmi nous. J'aime beaucoup l'idée de commencer en posant cette question. Que signifie la gestion de l'infodémie? Nous allons en apprendre plus lors de ce webinaire aujourd'hui. Je remercie nos participants et participantes qui vont faire part de leur expérience nationale, infranationale, qui représente une grande contribution à nos travaux. Nous savons qu'il est important de savoir que ce monde est en mutation. Le monde numérique nous offre une nouvelle perspective et nous impute une responsabilité quant à la manière dont nous voyons les choses, nous réagissons et nous agissons. Il s'agit d'une période de changement que on pense aux bénévoles dans les communautés, on pense à toutes ces choses qui évoluent. En effet, beaucoup de réponses sont bonnes. Il s'agit de concilier différents points de vue et il faut accepter qu'il y a un contexte qui concerne le comportement social. Il faut l'accepter en temps d'urgence, dans la manière dont nous cherchons des informations, les personnes dans lesquelles nous avons confiance, la manière dont nous voyons les choses, les acceptons. Tout évolue, tout change, puisque l'aspect psychologique et les comportements peuvent être influencés. Par principe, à l'OMS, nous nous attachons à obtenir des informations fondées sur des faits probants, des informations précises qui sont pertinentes dans un contexte donné. Et dans ce cadre, gérer les infodémies est essentiel, puisque l'infodémie peut créer un surplus d'informations et soulever des questions, des préoccupations. Certaines personnes vont chercher des informations sans trouver celles-ci, d'où l'importance d'avoir des informations actualisées. Nous essayons de surveiller l'environnement de l'information dans lesquels évoluent les communautés, afin de comprendre comment ces environnements ont une incidence sur leur perception et leur comportement, et ce afin de pouvoir mettre au point et mettre en œuvre des interventions ciblées et adaptées. Il ne s'agit pas que de mésinformation, il ne s'agit pas que d'envoyer des informations, de contrer le manque de communication. Il s'agit de collaborer avec les communautés sur le long terme
afin de gagner leur confiance et afin de les aider à chercher des informations, à accepter les diverses interventions. C'est un concept très vaste. Tout le monde comprend bien que cela dépend aussi du contexte de chaque communauté, de la manière dont les communautés acceptent les informations, les instructions et la confiance des communautés joueront un rôle clé. Il s'agit donc également de comprendre, de s'adapter, de modifier la situation dans nos pays et dans les communautés. C'est pourquoi il est essentiel d'entendre différents points de vue, différents exemples en provenance des pays, puisque les infodémies à l'échelle mondiale sont considérées comme une notion d'importance capitale et de plus en plus de pays reconnaissent l'importance de cette notion d'infodémie et demandent l'assistance de l'OMS et d'autres acteurs afin de pouvoir mettre au point un système dans leur pays qui leur permettrait d'amorcer des mesures d'importance au niveau des communautés. Nous l'avons appris de la manière la plus difficile pendant la pandémie de Covid. Il a fallu générer beaucoup d'informations pour protéger les vies des communautés. Différentes mesures ont été prises, notamment le port du masque, la distanciation sociale, la vaccination. Ce sont des mesures qui ont exigé de grands efforts. Ce webinaire sera donc très édifiant et j'aimerais entendre vos points de vue. Nous aimerions pouvoir vous aider puisque l'OMS est attaché à continuer de soutenir le développement de la gestion de l'infodémie au niveau national et au niveau régional et nous aimerions développer un partenariat qui permettra ensuite, aux côtés de nombreuses agences et organisations, sans oublier aux côtés de la société civile, le chef de communauté, un partenariat donc qui permettra de sensibiliser les communautés et de gagner leur confiance, mais aussi de leur donner des informations précises, étayées par des faits, et de les aider à prendre des décisions avisées dans ce contexte. Merci beaucoup donc d'être parmi nous aujourd'hui et je vous rends la parole, Cyprien. Merci beaucoup, Nedret. Et merci beaucoup d'avoir mis en avant qu'une bonne gestion de l'infodémie est source de confiance et de bonnes relations. J'aimerais maintenant céder la parole à Kai Van Arboe, chargé de la protection des communautés au sein du département pour le renforcement de la préparation. Vous avez la parole, Kai. Merci beaucoup, Supriya. Merci avant toute chose à Nedret pour ses remarques liminaires brillantes qui plante le décor de ce webinaire. Je ne serai pas long. Je pense que nous avons déjà organisé plusieurs manifestations qui parlaient de la protection des communautés, mais je crois qu'il est important néanmoins d'apporter notre point de vue sur la gestion de l'infodémie et son rôle dans la protection des communautés. Vous le savez certainement, c'est l'un des principaux systèmes du cadre en place à l'OMS pour nous aider à renforcer les cadres de prévention, préparation et riposte et qui contribue à renforcer l'architecture mondiale pour la gestion de la santé mondiale. Protection des communautés, soins cliniques, coordination des urgences et mise au point de contre-mesures, entre autres, sont les piliers de ce système. Nous parvenons ainsi à mettre en première ligne ce sujet d'importance à l'OMS et dans l'architecture mondiale de santé. C'est un changement de paradigme que nous essayons aujourd'hui d'institutionnaliser. Et bien entendu, cela repose sur de nombreux enseignements tirés
en cas d'urgence que nous avons connu récemment. Nous plaçons les communautés et les personnes touchées par les situations d'urgence, mais aussi les personnes exposées à ces risques. Ces personnes donc sont placées au cœur des prises de décision afin de pouvoir protéger leur santé. Et dans ce contexte, nous veillons à ce que les communautés soient bien informées, soient sollicitées et aient le pouvoir de participer aux prises de décision. Et nous veillons à ce que ces communautés puissent prendre des décisions avisées. Nous allons en parler aujourd'hui. La gestion de l'infodémie, entre autres, est au cœur de la protection des communautés. Et c'est l'objectif ultime de notre cadre qui définit une stratégie technique pour tous nos travaux, y compris les deux autres objectifs de la protection des communautés, à savoir intervention publique au niveau des communautés, objectif 3, des actions multisectorielles pour la protection de la santé. Ce sont des objectifs qui sont mis au premier plan dans notre unité, mais qui ne peuvent être réalisés qu'à l'aide d'une gestion robuste de l'infodémie sur la base de fondations solides. Et c'est pourquoi c'est un sujet si important pour nous. Et c'est pourquoi nous plaçons l'accent sur ce sujet dans notre réunion d'aujourd'hui. Et évidemment, la gestion de l'infodémie et SCCE sont intrinsèquement liés et se renforcent mutuellement. C'est pourquoi l'OMS a décidé de les réunir au sein d'une seule équipe au siège de l'OMS afin de pouvoir disposer d'une stratégie structurée et de pouvoir fournir un produit robuste à nos États membres sous forme d'activités de sensibilisation et de mobilisation des communautés. RCC et gestion de l'infodémie sont donc réunis au sein d'une même équipe aujourd'hui. Nous souhaitons avancer sur ces deux fronts et veiller à ce que ces deux aspects soient mieux articulés entre eux et se retrouvent systématiquement dans l'assistance apportée aux États membres. Notre objectif aujourd'hui est de nous demander, à la lumière des progrès effectués, comment donner corps à tout cela au sein des systèmes de santé publique. C'est un aspect essentiel des interventions que nous allons entendre aujourd'hui. Nous allons entendre d'ailleurs des exemples pratiques à ce sujet dans le cadre de la protection des communautés. C'est l'un des objectifs pour nous donner corps, notamment au niveau des pays, à nos efforts en mettant l'accent sur la riposte. Bien entendu, ici, nous mettons l'accent sur l'analyse et sur l'écoute que nous accordons aux communautés. Je vais m'arrêter ici, mais j'attends avec intérêt de pouvoir entendre nos éminents experts nous fournir des exemples concrets au niveau des pays. Je crois que c'est ce qui est le plus utile pour nos participants qui nous suivent en ligne. Comme le docteur Nedret l'a évoqué, nous sommes pleinement attachés à poursuivre ce travail excellent sur la gestion de l'infodémie et nous sommes prêts à apporter notre soutien sous quelque forme que ce soit afin de renforcer ses capacités puisque nous savons qu'il est difficile de gagner la confiance des communautés et de l'entretenir. Je vous remercie. Soupriya, vous avez la parole. Merci beaucoup, Kai, et merci d'avoir planté le décor, ce qui est très important. Vous avez parlé de l'état des lieux de la gestion de l'infodémie, ou plutôt pour parler de ce sujet, j'aimerais donner la parole à notre prochaine oratrice, Sandra Machiri. Merci beaucoup, merci Soupriya, merci Dr Nedret, à Kai, d'avoir planté le décor. Brièvement, je vais vous parler de nos efforts réalisés au sein de l'OMS, des efforts régionaux, des efforts au niveau des pays, et cela permettra d'introduire les présentations qui suivront. Pour la première diapositive, j'aimerais vous donner un aperçu de ce qu'a évoqué Kai sur donc l'intégration de la gestion de l'infodémie dans la préparation, riposte et résilience face aux urgences sanitaires,
Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais simplement pour vous présenter, en quelques mots, heu, la structure. Ces dernières années, nous avons obtenu des informations de la part de partenaires externes et internes et comme vous le verrez sur la diapositive suivante, vous verrez, comment est-ce que nous avons intégré la gestion de l'infodémie en nous concentrant sur, plusieurs, points. Tout d'abord donc, le cadre, la stratégie et le plan d'action. Nous avons formulé différents cadres, différentes stratégies qui portent sur la gestion de l'infodémie. Nous sommes basés sur, les 4 dernières années et il s'agit donc, d'un cadre pour l'ensemble de la société pour, lutter contre les infodémies et ce sont des informations que vous retrouverez sur notre site internet. Ensuite, deuxième élément, la science. Nous nous sommes concentrés sur l'infodémiologie. Il s'agissait de, renforcer les informations scientifiques, de les, récolter pour ensuite pouvoir fournir des orientations au pays. Nous avons plusieurs projets sur lesquels nous travaillons actuellement, par exemple les, orientations, éthiques, sur, l'écoute, sociale et sur l'analyse. Ce sont, des orientations qui sont, Hem, qui vise à répondre à, hem, un public, précis et nous avons d'autres projets de recherche en cours et ces projets, visent à fournir des éléments probants aux personnes qui travaillent dans la gestion de l'infodémie. Ensuite, nous souhaitons également fournir des, outils aux pays. Des outils qui portent sur la gestion de l'infodémie. Nous avons publié à ce titre, plusieurs outils, dont un manuel qui fournit, étape par étape, un aperçu d'un processus à suivre. Ce rapport est disponible. Nous avons également une boîte à outils que nous avons élaborée qui, complémente, l'outil précédent. Et ce sont, des, outils qui sont disponibles aux régions, aux pays, qui peuvent être utilisés. Et enfin, le dernier élément, la professionnalisation. Ce sont des travaux qui, ont été en cours et qui continuent de l'être. Donc il s'agit de fournir une formation, des formations et nous avons plus, d'un millier de personnes qui ont été formées à travers le monde à la gestion de l'infodémie et nous continuons de travailler à mettre sur pied des réseaux pour lutter contre l'infodémie, pour, mettre sur pied des ateliers concernant des activités de gestion de l'infodémie. Nous avons également un programme d'apprentissage ou plutôt d'enseignement. Nous travaillons avec des institutions pour, développer des programmes qui permettent de soutenir, le personnel, de santé ou le futur personnel de santé tant qu'il est encore, à l'université. Nous souhaitons également donc mettre en œuvre ces outils au niveau des régions. Sur cette diapositive, vous pouvez voir, quelles sont les formations qui sont disponibles en ligne sur le site, de l'OMS. Donc, tout d'abord un cours, global sur qu'est-ce que la gestion de l'infodémie. C'est un, cours, de base qui vous permet de rafraîchir vos connaissances et ensuite nous avons, d'autres cours et vous avez ici un code QR que vous pouvez scanner pour vous inscrire à une, lettre d'information ce qui vous permet d'être au courant des dernières actualités. Enfin, j'aimerais, vous demander de consulter notre site internet. Vous trouverez davantage, d'informations et vous pourrez également, trouver nos coordonnées, si vous souhaitez nous contacter, notamment par courriel. Sur ce, je donne la parole à docteur Sora pour qu'elle puisse nous parler des travaux menés au Qatar. Merci Sandra. Avant de donner la parole à docteur Sora, une question à l'intention, des participantes et participants. Avez-vous déjà travaillé
sur la gestion de l'infodémie. Nous allons afficher la diapositive à l'écran. Voici la réponse. Les réponses, il semblerait qu'un bon nombre des participantes et participants aient travaillé déjà sur ce sujet, donc il semblerait que ce soit le cas pour 65% des répondants. Ce n'est pas le cas pour 35% des répondantes et répondants. Donc j'espère que ces informations, ce webinaire vous sera utile. Je vous rends la parole sur ce. Docteur Soa, bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je peux partager mes diapositives à moins que quelqu'un d'autre s'en charge. Merci, merci d'avoir affiché mes diapositives. Alors, je préfère passer en revue mes diapositives brièvement pour que nous puissions avoir davantage de temps pour la discussion. Dans l'ensemble, nous avons suivi certaines informations depuis un moment, mais ensuite la pandémie est arrivée, nous avons tiré des enseignements de cette pandémie, donc nous avons modifié, amélioré notre manière de recueillir des informations, de fournir des informations aux communautés. Et donc voici un exemple de la manière dont nous avons recueilli des signaux durant la pandémie ou durant la Coupe du monde de football organisée par la FIFA. Nous avons donc reçu des signaux, des informations de la part de plusieurs sources, de l'EBS, de l'EIOS, du département des médias. Nous avons ensuite trié ces informations, nous les avons catégorisées en 3 niveaux. Vous pouvez le voir à droite sur l'écran. Donc il y a tout d'abord un niveau faible, ensuite un niveau moyen et un niveau élevé pour savoir s'il fallait que et pour ce niveau-là, cela voulait dire qu'il fallait que des informations, des actions devaient être prises, que des informations erronées circulaient dans les communautés et qu'il fallait donc agir. Nous avons également utilisé des technologies pour améliorer notre écoute sociale. Nous l'avons fait notamment durant la Coupe du monde. Cela nous a été très utile. Nous avons cherché à détecter des rumeurs qui pouvaient avoir des répercussions sur le public et nous avons également essayé ensuite de mettre en place des mesures correspondantes. Et dès qu'il y avait une menace pour la santé publique, nous avons immédiatement mis en place des mesures. Quelles ont été nos actions? Alors, s'il y avait un risque et que cela demandait donc à ce que des mesures soient mises en œuvre, nous avons donc utilisé plusieurs plateformes pour publier des annonces. Donc, nous avons utilisé les réseaux sociaux, les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et l'on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens ne lisent plus les journaux, ne regardent plus les canaux habituels. Donc, nous avons utilisé d'autres approches, d'autres canaux d'information. Et vous pouvez le voir à droite, vous pouvez voir cette image. Euh, Nous organisons 2 séances hebdomadaires, une en arabe, une en anglais, des séances donc pour répondre aux questions, aux préoccupations, pour répondre aux préoccupations concernant les informations erronées que peuvent avoir le public. Donc il s'agit de répondre en direct aux questions du public. Nous avons mis cela en place et c'est une meilleure manière pour nous d'écouter les préoccupations, d'y répondre. Et nous avons également indiqué des personnes porte-parole pour que ces personnes puissent répondre aux rumeurs, à la désinformation. Nous avions au début trop de porte-parole et cela a rendu la situation difficile et donc nous avons identifié certains porte-parole
Nous avons identifié des experts, des, spécialistes qui puissent parler directement au public. Nous continuons de suivre, hem, l'apparition de rumeurs ou de désinformations et nous cherchons à savoir si ce sont des événements qui se répètent, qui, augmentent, qui s'accélèrent et parfois nous prenons des mesures, immédiates ou parfois, nous suivons simplement les événements et il s'agit d'un suivi plus continu. La diapositive suivante concerne les rumeurs difficiles. Alors ça, c'est un sujet que nous avons suivi à travers les différentes plateformes. Je vais reprendre l'exemple de la Coupe du monde. Nous, nous avons mis en œuvre des mesures coordonnées avec le ministère de la Santé publique pour suivre les informations erronées. Alors, je vais vous donner un exemple. Durant la Coupe du monde, il y a eu beaucoup de désinformation, de rumeurs autour du fait que des journalistes étaient décédés. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de potentielles flambée. Mais donc ce que nous avons fait, c'est, de ne pas adopter une attitude, défensive, mais nous avons publié les bonnes informations, les informations correctes pour lutter contre ces rumeurs et nous avons également obtenu de l'aide. Il n'y a pas que le Qatar qui a répondu à ces rumeurs. Nous avons également eu des, experts, des professionnels de la santé qui suivaient ces rumeurs et qui répondaient aux rumeurs pour les démentir. Donc voilà un exemple de la manière dont nous avons réagi à la désinformation. Nous avons également, formé des professionnels pour, parler en public et nous les avons formés, hem, pour, qu'ils puissent, utiliser, les bonnes expressions pour s'adresser au public et puis qu'ils puissent, s'adresser de manière, simple. Il y a eu, beaucoup de, rassemblements, nous savons que cela est propice à des flambées ou qu'il y a des risques, et donc nous avons vraiment, cherché à lutter contre la désinformation et nous continuons d'améliorer nos efforts. Je vous remercie. Merci, docteur Sora, de nous avoir expliqué ce que vous faites au Qatar. Nous allons passer la parole au docteur Somani pour savoir ce qu'il en est de la Thaïlande. Bonjour, je suis le docteur Soumani Moshresin. Je viens de Thaïlande et je vais vous faire part de notre expérience s'agissant de la gestion de l'infodémie. Je vous explique les 5 étapes de la gestion de la communication en Thaïlande. Nous commençons par collecter des informations sur une flambée de la maladie, notamment par le biais de la surveillance. Deuxièmement, évaluation des risques. Et nous identifions le niveau de risque que pose la flambée pour ensuite mettre au point les prochaines étapes. Étape suivante, vérification de l'information. Nous souhaitons assurer que les informations sont précises afin d'assurer la bonne coordination entre les agences pertinentes. Étape suivante, il s'agit d'une étape infographique afin de diffuser les informations comme il se doit. Et pour terminer, nous diffusons l'information clairement au grand public. Pour assurer la bonne gestion de l'infodémie, la collaboration interagence est essentielle. Et notamment,
avec les communautés par le biais des chefs de communauté, chefs religieux et autres. Nous souhaitons également mobiliser le secteur de la société civile, tel que les ONG. Les réseaux sociaux, la télévision, la radio sont également des acteurs essentiels. Lors de l'évaluation externe menée en 2022 sur le RSI, nous avons évalué notre système multipartite de réaction aux urgences. La Thaïlande a obtenu le meilleur score, à savoir 5 sur 5. La Thaïlande a obtenu également 5 points concernant la communication des risques. Néanmoins, nous ne nous arrêtons pas au secteur de la publique. Le ministère de l'économie numérique, entre autres, joue un rôle central dans la lutte contre les fausses informations. Nous pouvons améliorer néanmoins notre système de collecte de données en dépit des bons résultats obtenus. Pour améliorer la communication des risques et développer la gestion de l'infodémie, nous avons mis au point une stratégie descendante qui consiste à passer par une unité provinciale de communication des risques, qui passe par la mobilisation plus active des parties prenantes et communautés, qui consiste à recourir aux outils techniques et aux innovations technologiques, et dernièrement, une stratégie qui consiste à créer un pôle de données pour la gestion de l'information. Il s'agit d'agir avant la crise, pendant la crise et après la crise. Il s'agit donc d'une approche à deux sens, aussi bien ascendante que descendante. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Soumeini, pour cet exposé enrichissant. Nous vous invitons à continuer de poster vos questions dans la boîte de questions-réponses. Nous allons maintenant donner la parole à Mariam de la région européenne qui va nous présenter un aperçu du travail réalisé en Géorgie. Vous avez la parole, Mariam. Merci. Tout d'abord, sachez que je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je représente une ONG, donc je apporte une perspective différente. Néanmoins, nous allons vous faire part de notre expérience quant à notre travail avec certaines institutions publiques. Et je vais vous présenter des idées clés sur lesquelles je me penche depuis la pandémie de Covid-19. Nous allons vous parler des efforts avec les différentes institutions. Ce qui en ressort, c'est qu'il est important de nouer des partenariats pour mener nos efforts. En tant que représentante d'une organisation de la société civile qui s'attelle à contrecarrer la désinformation, évidemment, nous avons voulu avant tout souhaiter analyser et démentir la désinformation, que ce soit en ligne ou non.
Nous avons donc pris plusieurs mesures pendant la pandémie. Nous avons souhaité commencer par infirmer la mésinformation en ligne. Néanmoins, cela ne suffit pas. Il faut également agir avant que la désinformation apparaisse. Et pour ce faire, nous avons mené différentes campagnes pendant la COVID-19, mais aussi sur les questions de vaccination. Nous avons également suivi une stratégie novatrice qui fonctionne dans les plus petites communautés, à savoir vérification des faits en porte-à-porte. L'une des initiatives phares que nous avons menées consistait donc à débusquer la mésinformation à partir de la COVID-19. Nos efforts sont passés par plusieurs réunions avec différentes autorités de la santé, à savoir le ministère de la Santé, mais aussi le secteur de contrôle des maladies. Sans le changement de stratégie, nous n'aurions pas pu débusquer la mésinformation aussi efficacement. Nous avons donc créé, avec le Centre national de contrôle de la maladie, un canal WhatsApp. Donc, tous les acteurs pertinents ont été rassemblés dans une même chaîne WhatsApp et nous demandions des informations auprès des autorités de santé. Ce fut très important pour, par exemple, les informations qui concernaient le taux de mortalité de la COVID. Il y a eu de nombreuses informations faisant état de personnes qui étaient mortes en raison du vaccin et c'était faux. Dans le même temps, alors que nous surveillons cette information en ligne, nous rédigions également un bulletin d'information qui était envoyé au ministère de la Santé et au Centre national de contrôle des maladies. Des conférences de presse régulières étaient également organisées, parfois quotidiennement, parfois de manière hebdomadaire. Et dans ce bulletin d'information, nous choisissions de réagir ou non à telle ou telle désinformation. Il va sans dire que nous souhaitions réellement débusquer toute fausse information avant qu'elle arrive. Pourquoi était-il important pour nous de vérifier les faits rapidement? Il ne s'agissait pas que de publier des articles sur notre site Internet. Nous avions collaboré avec Meta, qui gère Instagram et Facebook, par exemple. Pourquoi est-il important de nouer un tel partenariat et de vérifier les informations? Et lorsqu'une information est épinglée comme étant fausse, elle ne se répand pas aussi rapidement. Ce qui est important, c'est que pendant la période active de la pandémie, i- il y avait des personnes qui publiaient continuellement des informations
Et grâce à la vérification des faits, ces publications fallacieuses pouvaient être endiguées. Par ailleurs, grâce à notre partenariat avec Meta, nous sommes parvenus à ce que certaines fausses informations soient étouffées dans l'œuf et à réduire l'accès à ces informations fallacieuses. Et évidemment, ce que nous faisions en ligne ne suffisait pas, puisque beaucoup de monde était toujours réticent à se faire vacciner. Et donc, dans certaines communautés difficiles d'accès, nous avons mobilisé des volontaires. Il y a un certain nombre de minorités ethniques en Géorgie qui parlent différentes langues, par exemple, et donc nous avons pu mobiliser des bénévoles dans ces communautés, dans ces régions difficiles d'accès. Nous avons organisé des séances de formation pour ces personnes où nous abordions les questions liées à la COVID-19. Et ensuite, ces bénévoles se sont rendus dans les villages pour répandre ces informations. Nous nous sommes rendus dans ces villages à plusieurs reprises et en fin de compte, grâce à un partenariat avec le ministère de la Santé, nous avons pu déployer des cliniques mobiles dans ces villages difficiles d'accès. Et plus de 400 vaccins ont pu être inoculés dans ces villages. Dans des villages où il n'y avait pas plus de 3000 personnes. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre, mais j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti, j'en suis navré. Je vous souhaite une bonne poursuite de cette réunion. Merci. Merci beaucoup, ce fut très intéressant. Nous allons maintenant passer la parole à la région du Pacifique occidental. Lenka va nous présenter un aperçu de ce qui a été fait dans cette région. Vous avez la parole, Lenka. Merci Sandra, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole aujourd'hui pour parler des activités de renforcement des capacités en matière de gestion de l'infodémie que nous menons dans la région Pacifique. Quelques informations tout d'abord concernant la gestion de l'infodémie dans notre région. Nous avons une division de soutien technique qui travaille étroitement avec 21 îles Pacifiques, 21 pays du Pacifique. Alors nous avons un paysage tout à fait particulier en matière de gestion de l'infodémie. L'accès aux réseaux sociaux augmente, mais la couverture varie d'un territoire à un autre. Donc, dans certains territoires américains, la couverture est très bonne et dans d'autres territoires, des territoires plus éloignés, la couverture l'est beaucoup moins. La communauté joue un rôle très important dans la propagation de l'information. Durant la pandémie de la COVID-19, nous avons beaucoup travaillé à ce sujet et nous avons mis en place des systèmes de veille, sur les réseaux sociaux, et nous avons cherché à, lutter contre ces, désinformations. Beaucoup des informations erronées étaient, liées à la pandémie et certaines sont encore en cours. Nous avons donc, revu la la réglementation. Les pays soumettent, annuellement un rapport, mmh et une évaluation, externe conjointe a également effectué dernièrement. Et nous avons donc remarqué, à travers ces différents rapports, que nous avions des lacunes en matière de gestion de l'infodémie. Voici donc, un calendrier qui présente les actions que nous avons prises, lors des derniers mois. Donc nous avons tiré des enseignements, de la pandémie de la COVID-19 et nous avons mis sur pied une équipe, en novembre 2023, qui travaillait sur l'évaluation des besoins dans notre région.
Le fait de développer des compétences et des systèmes, en matière de gestion de l'infodémie était, l'une des priorités qui a émergé. Nous avons donc, travaillé avec les différents pays pour, travailler en particulier sur ce point et en 2024, nous avons donc décidé d'adopter une approche intégrée. Alors, d'une part, nous travaillons avec les pays pour renforcer les capacités au niveau national et de l'autre côté, nous travaillons également avec les pays pour mettre sur pied des stratégies et des fonds. Par exemple, cette année, nous travaillons avec 3 pays pour renforcer les stratégies. Alors, je mentionnerai un exemple de collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS. Il s'agit de la première stratégie multirisque qui a été formulée en mars 2024 par Tonga, donc en matière de communication sur les risques et mobilisation communautaire. C'est une stratégie qui définit les rôles et les responsabilités en matière de gestion de l'infodémie. Et c'est un document qui permet également de guider le pays pour savoir comment mettre en œuvre cette gestion de l'infodémie. Nous avons également d'autres activités, des activités en matière de formation notamment. Donc dans le cadre de la gestion de l'infodémie. Nous avons travaillé également avec, des équipes qui travaillaient sur la pandémie. Le but était de faire fond sur les enseignements tirés et nous avons travaillé ensemble pour, formuler une formation qui puisse, répondre aux défis que nous rencontrons. C'est une formation qui peut être, donnée en 3 4 jours et c'est une formation qui porte sur l'élaboration de rapports sur la manière de tordre le cou aux informations erronées et nous avons, organisé notre première formation aux Fidji avec, le ministère de la Santé. Nous avons compté plusieurs participants des différents départements du ministère. C'était une collaboration, multisectorielle. Nous avons également lancé l'invitation à des, organisations partenaires, des organisations qui travaillent avec, les communautés notamment. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons, heu, eu plusieurs participants et certains participants nous ont dit que cette formation avait vraiment, été très utile, qu'elle avait permis, hem, de, d'acquérir des connaissances et des stratégies, concrètes. Le but est également d'améliorer les capacités de vérification des informations et de créer des groupes, dédiés à la gestion de l'infodémie. Donc nous continuons de travailler étroitement avec, les différents pays de la région et le but est de faire fond sur les structures existantes. Nous souhaitons organiser davantage de formations à la demande des pays. La prochaine formation aura lieu à Tonga dans 2 semaines et cela portera sur leur stratégie nationale. Et nous souhaitons également, travailler avec les professionnels, de santé pour créer des communautés de pratique, pour qu'il puisse y avoir un partage d'expériences. Voilà pour, notre expérience, de la région et j'aimerais remercier mes collègues, car ce sont vraiment, des efforts que nous avons effectués conjointement. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup Lenka pour, cet aperçu en matière de renforcement des capacités. À présent, nous allons donner la parole à notre dernière oratrice, Rocio. Rocio va nous parler des travaux menés par l'Alliance pour la riposte contre l'infodémie en Afrique, l'AIRA. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Je vais donc vous présenter les travaux de notre organisation et je vous présenterai également les piliers de notre organisation et les pays avec lesquels nous travaillons. Notre réseau a été lancé en décembre 2020. Le but était de lutter contre la désinformation en Afrique. Ce réseau est composé de plusieurs membres, des institutions des Nations Unies, des ONG internationales, des organisations qui travaillent pour lutter contre la désinformation. Et nous travaillons
avec des institutions de recherche. Le but est de soutenir la région, de faire fond sur les structures existantes et donc de lutter contre l'infodémie. Et l'objectif est vraiment que de faire en sorte que ce soit les pays qui soient en mesure de répondre et de prendre des mesures. Nous nous fondons sur plusieurs piliers d'intervention. Je vais en mentionner trois. Je vais vous mentionner les trois qui me semblent les plus pertinents pour le public et cela me permettra également de vous donner quelques exemples. Tout d'abord, le social listening, la veille sur les réseaux sociaux. Donc, recueillir des informations, c'est là que nous commençons. Donc, il s'agit d'identifier des données, de les recueillir, de recueillir des données sur, des fausses informations et de voir, quelles informations pourraient être, problématiques. Donc que faisons-nous? Nous identifions les informations qui circulent, au sein de différents pays, de différentes communautés. Nous avons plusieurs, outils. Nous suivons également, l'actualité. Nous utilisons également, des, sources de données hors ligne. Et nous nous appuyons également sur des activités menées au niveau des pays et entre les pays. Le but est vraiment d'avoir une collaboration au niveau régional. Alors, nous pouvons travailler avec l'OMS, avec les ministères de la santé, avec le RCC, entre autres. Une fois que nous avons ces différentes données, nous les analysons de manière intégrée pour identifier les possibles risques et pour identifier les priorités en matière de santé publique. Ensuite, nous développons plusieurs stratégies et recommandations. Donc, tout d'abord, nous vérifions les informations, nous consultons des experts techniques sur certaines questions précises, et ensuite, nous développons des recommandations pour répondre aux préoccupations. Alors, dans l'ensemble, euh, cela nous donne, aboutissons à un rapport dans lequel nous publions les tendances identifiées au niveau régional. Nous produisons également ce type d'informations au niveau national, mais ces informations, bien entendu, concernent du coup le contexte national. Alors dans l'ensemble, ces rapports comprennent les tendances identifiées. Nous donnons également la parole aux experts qui démentent les fausses informations. Nous approfondissons également certains sujets et nous publions également des recommandations pour savoir comment réagir à ces, fausses informations. Ces rapports, sont donc, publiés. Nous envoyons également des alertes rapides à nos parties prenantes, car parfois nous n'avons pas le temps, d'élaborer le rapport et nous souhaitons d'ores et déjà envoyer des informations. Donc, si le rapport n'est pas prêt, nous pouvons mobiliser, les acteurs, en envoyant des alertes et cela permet aux différents acteurs de répondre plus rapidement. Alors quelques exemples d'activités ou d'activités de riposte. Il y a quelques mois, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé d'Afrique du Sud. Nous avions identifié plusieurs, hem, fausses informations sur le Mpox et le but était, de démentir les fausses informations que nous avions trouvées. Le rapport, permet également, d'aider des agences à, publier des informations, pour lutter contre les fausses informations et nous avons également collaboré sur plusieurs articles pour identifier et démentir des rumeurs au sujet de faux traitements qui circulaient au Nigeria. Ça, c'est un autre exemple. Donc, c'était des rumeurs, des fausses rumeurs qui circulaient sur le choléra et le but,
est, également de travailler avec, ces agences pour, cibler un public plus large. Donc nous pouvons travailler au niveau local, mais également au niveau national. Donc toutes ces vérifications de faits peuvent se faire à travers différents formats. Nous pouvons également regrouper, cela pour que cela soit plus utile pour notre public et enfin donc un dernier exemple, mmh, il s'agit, mmh, de, formuler des stratégies de surveillance et de participation, donc pour lutter par exemple contre des rumeurs, qui circuleraient dans une certaine région. Donc par exemple, une rumeur sur de faux cas d'Ebola en RDC. Alors c'était bien entendu quelque chose de très préoccupant, donc nous avons travaillé au niveau de la province, pour, confirmer ou infirmer ces cas. Alors effectivement, ces cas, cette rumeur était fausse. Une annonce publique a donc été faite par le biais du porte-parole officiel pour, rassurer le public et répondre aux préoccupations qui émergeaient. Je vais maintenant vous parler de la création de contenu. Lorsque nous avons identifié un peu nos préoccupations, les différents symptômes, après avoir mené nos efforts d'écoute sociale, nous sommes entrés en contact avec BioFacts Africa, ViralFacts plutôt Africa, qui est une initiative visant à vérifier les faits scientifiques, à réfuter ce qui est faux et à créer du contenu facile à digérer. Ce qui signifie que toutes les informations difficiles ou les informations sanitaires scientifiques peuvent être vérifiées, que les rumeurs peuvent être démenties, que les rumeurs peuvent être démystifiées et que tout cela est transformé en contenu facile à comprendre. Tout cela se fait en collaboration avec des experts de la santé et des experts en communication de la région, que ce soit des journalistes ou des vérificateurs de faits. Instagram, Facebook, X ou TikTok et d'autres réseaux sociaux sont également mis à contribution. Cela se fait en anglais et en français, mais d'autres langues sont également disponibles en collaboration avec les différents bureaux pays et selon les acteurs au niveau des pays. L'objectif est de s'adapter à tous les canaux qui peuvent être plus ou moins pertinents selon les contextes et d'assurer une diffusion par le biais d'acteurs qui jouissent de la confiance des communautés. Au niveau régional, pour ce faire, nous collaborons en temps voulu avec des agences de vérification des faits au niveau régional et pays. Nous collaborons avec différentes agences telles que l'AFP, Africa Check et d'autres qui sont des agences de vérification des faits au niveau régional. Et nous créons ensuite des articles intelligibles, du contenu intelligible qui porte sur les différentes rumeurs. Et pour terminer, le dernier pilier d'intervention, mais qui n'est pas moins important, c'est le soutien apporté au pays. Il s'agit en fait de la pierre angulaire même de nos travaux, puisque nous identifions, nous réagissons, mais nous apportons également notre assistance à la mise au point de systèmes de gestion de l'infodémie plus robustes. Pour ce faire, nous identifions les différents réseaux pertinents qui réagissent, à savoir les associations religieuses, ministère de la Santé, associations médicales. Nous essayons d'identifier tous les acteurs pertinents et ensuite nous essayons de comprendre l'environnement de l'information, comment l'information est-elle diffusée au sein du pays et comment les informations SM, elles aussi. Lorsque nous avons une vision plus claire, nous essayons de mettre au point un système qui prévoit un système de circulation de l'information, de coordination,
Nous dispensons des formations, des efforts de renforcement des capacités en matière de gestion de l'infodémie. Cela concerne évidemment l'écoute sociale, la création d'aperçus de l'infodémie et de ripostes. Et pour terminer, lorsque tout cela est fait et que tout cela fonctionne, nous continuons d'apporter notre soutien aux différents acteurs au niveau national. Nous sommes en contact avec ces acteurs régulièrement par le biais des communautés de pratique, de formation, de groupes WhatsApp, afin de savoir comment nous pouvons continuer de les soutenir et continuer de travailler main dans la main afin d'assurer des systèmes de gestion de l'infodémie robustes. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir permis d'intervenir et de vous faire part des travaux de l'AIRA. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Rocio. Ce fut très édifiant. Vous nous avez apporté un point de vue plus régional. Nous constatons donc que les efforts se déplacent de l'échelon mondial au niveau régional et même au niveau local. Il y a une question, bon, de nombreuses questions à vrai dire, mais je vais en choisir quelques-unes par souci de temps. Une question pour le Qatar. Avez-vous une définition approuvée pour le risque? Et lorsque vous repérez des signes avant-coureurs, y en a-t-il qui se distinguent automatiquement? Vous avez la parole, docteur Soa. Merci beaucoup. Pour nous, l'information à risque et toutes mes informations qui circulent, peu importe comment vous l'appelez, informations qui pousseraient les populations à prendre des comportements risqués ou qui auraient une incidence sur l'acceptation par les populations de certains conseils, certains vaccins, certains médicaments. Et donc, toute information qui exposerait la population à un risque pour sa santé. Nous avons un peu élargi notre définition pour que rien ne passe entre les mailles du filet. Nous avons demandé à la population ce qu'elle considère être de l'information. Et au sein du ministère de la Santé publique, nous avons un département médiatique qui surveille tout, que ce soit dans les médias de masse ou les réseaux sociaux. Il existe une équipe consacrée qui surveille tout cela. Il y a des mots-clés grâce auxquels il est possible d'assurer une surveillance. Nous collaborons également avec le système universitaire. L'Université du Qatar nous a aidés à assurer cette surveillance par ses propres équipes. Il y a également différents partenaires qui disposent de leurs propres équipes en matière de soins de santé primaires, entre autres. Ces équipes également assuraient une surveillance sur toutes les plateformes. Nous disposons également du bureau de communication gouvernementale. C'est un bureau central à l'échelle du gouvernement qui ne porte pas que sur la santé, mais qui nous a beaucoup aidés, plus précisément pendant la COVID-19. Ce bureau nous a envoyé ce qui est ressorti de leurs efforts de surveillance, et cela nous a permis de prendre des mesures. Alors, cela a été piloté par le ministère de la Santé, mais finalement, c'était un effort multisectoriel avec différents partenaires. Et cela nous a permis de surveiller la situation, de combattre la mésinformation. Comme je l'ai déjà dit, parfois nous avons réagi directement, parfois indirectement, et parfois nous avons décidé de ne pas réagir. Non pas pour ouvrir la porte aux rumeurs, mais s'il s'agit d'une rumeur qui ne prend pas racine, nous avons pris la décision de ne pas réagir. Et quoi qu'il en soit, c'est une grande équipe qui est derrière cet effort de surveillance. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Une autre question pour la Thaïlande. Comment êtes-vous parvenu à générer des orientations spécifiques dans le pays aux fins de la gestion de l'infodémie en prenant en compte la coexistence des différentes langues et dynamiques au sein du pays? Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Toutes mes excuses. Oui, je vais répéter. Comment êtes-vous parvenu
à générer des directives spécifiques qui proviennent du niveau mondial ou régional. Comment avez-vous pu les répliquer au niveau national en prenant en compte les coexistences des différentes langues et tendances en Thaïlande? Donc, cela concerne les différents publics cibles, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, nous avons procédé à une écoute sociale. Nous avons recouru à des enquêtes auprès du public cible quant à la question qui les concernait. Ensuite, à partir de là, nous avons généré des informations. Merci. Alors, je ne sais pas si nous avons encore du temps devant nous. Je vais peut-être lire une question supplémentaire pour Mariam. Comment avez-vous renforcé les capacités des personnes qui travaillaient sur les efforts de démenti des fausses informations et l'étape préalable? Oui, il ne s'agissait pas que du personnel médical. Nous avons instruit nos collaborateurs sur les lieux et les manières de chercher de l'information. Note de l'interprète, la qualité du son rend presque impossible l'interprétation de l'intervenante à ce stade. Nous faisons de notre mieux. Merci. Une autre question pour Rossio. Comment avez-vous assuré la formation et comment avez-vous veillé à ce que la formation en matière de gestion de l'infodémie soit adaptée aux différentes cultures? À vrai dire, c'est une question pour l'ENCA. Merci pour cette question. Comme je l'ai précisé précédemment, tout d'abord, nous avons procédé à des formations au niveau mondial que nous avons essayé d'adapter à la région Pacifique. Avant de travailler dans les pays, nous organisons des formations en collaboration avec les ministères de la Santé. Ces ministères ont donc pris une part active aux formations et ce sont les moteurs de ces formations. Dès lors, nous adaptons toujours ces formations au contexte local et, si nécessaire, en abattant les barrières linguistiques, culturelles. Et par exemple, nous examinons le rôle des communautés dans le contexte donné. Donc, nous nous adaptons réellement au contexte. Merci. Alors, il y a encore de nombreuses questions, mais nous allons laisser la possibilité aux intervenants et intervenantes de les parcourir après ce webinaire. Vous pourrez donc poursuivre la conversation après le webinaire. Je vais rendre maintenant la parole à Supriya. Merci beaucoup, Sandra. Je remercie infiniment tous nos intervenants et intervenantes pour ces exposés. Je remercie également les participants et participantes des questions qui ont été posées avant de terminer. Je vais donner la parole à Kai pour quelques remarques conclusives. Merci beaucoup, Supriya. J'aimerais vous remercier, Supriya, et Sandra, pour la très bonne organisation de cette réunion et merci beaucoup à nos conférenciers et conférencières. Nous avons entendu de très bons exposés sur les travaux qui sont menés dans différentes régions du monde et je pense que cela montre également la diversité des parties prenantes. Donc, je pense que c'est très utile pour les participantes et participants et j'ai vu une très bonne participation dans la boîte de dialogue. Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais cela montre le grand intérêt que vous portez à ce sujet. Donc c'est très encourageant.
pour nous. Donc un grand merci, docteur Soa, docteur Soumani. Merci également de nous avoir donné votre point de vue en tant que pays. Merci Mariam, Lenka, Rossio. Merci de nous avoir fait part de votre point de vue en tant qu'agence partenaire qui travaille au niveau régional. C'était très enrichissant. Et pour ma part, je pense qu'il est clair, nous devons continuer d'organiser ce type d'événement et nous concentrer sur ce sujet important en faisant part, d'exemples, mmh, pour, répondre aux autres questions qui ont été posées, donc par exemple sur les actions prises par les États membres. Donc je pense que c'est le meilleur format pour le faire et peut-être que nous pourrions, fournir des exemples, dans d'autres, formats. Nous pourrions peut-être avoir davantage, d'études de cas et nous pourrions, hem, vous partager donc ces informations. J'ai beaucoup appris lors de ce webinaire, j'espère qu'il en a été de même pour les participantes et participants et je me réjouis, de continuer à travailler de concert avec vous. Nous allons continuer de, mettre en avant nos initiatives, en matière de gestion de l'infodémie et bien entendu, tout cela pour, que cela bénéficie aux communautés que nous servons. Je vous remercie. Soupria, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Kai. Nedret, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, je me ferai simplement l'écho de Kai. Je tiens à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Je me réjouis de travailler ensemble. Vous êtes, toutes et tous les bienvenus à rejoindre nos efforts, dans le but de protéger les communautés, de protéger les vies. Merci, merci de nous avoir rejoints à l'occasion de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à toutes les participantes et participants pour votre participation. Merci également aux interprètes. Et j'aimerais également remercier Satri qui a travaillé dans les coulisses pour organiser cet événement. Je remercie l'équipe ECHO et nous aurons notre prochain webinaire le 22 août. Ce webinaire portera sur l'accès à l'oxygène dans les urgences de santé publique. Et nous aurons également un webinaire qui portera sur les pathogènes, sur les génomes des pathogènes dans les urgences sanitaires le 27 août. Et nous parlerons plus précisément de la dengue. Je me réjouis de vous retrouver lors de ces prochains rendez-vous. Merci beaucoup.